Monsieur Eken. Bonjour, bonjour Assili. Merci pour l'effort que vous avez fourni pour être des nôtres. Nous sommes encore un peu en retard pour des problèmes de connexion, mais nous n'allons pas tarder à démarrer. Vraiment, nous apprécions l'effort que vous avez fourni. Écoute, avec plaisir, avec grand plaisir pour la FENELEC, pour tous les collègues, partenaires et amis. Vous savez qu'on organise un événement. Exactement. C'est Ali, bonjour. Bonjour, c'est Badr. Pendant l'événement, je lève mon mot. Donc, c'est pour ça que je vais peut-être même pas le faire. Je vais attendre pour le faire pendant le mot. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir de te retrouver, alhamdoulilah, en bonne santé, ou j'espère, Inch'Allah, et qu'on se retrouve physiquement. Inch'Allah. Tout le plaisir sera pour nous et on vous promet de venir vous visiter à Inch'Allah. Où tu seras, notamment à Ben Gueria. Inch'Allah, Inch'Allah. On garde d'excellents souvenirs. Ça, écoute, t'ahna de même, et puis, Allah yarham al-Walid, Allah yarhamou. Et puis, Inch'Allah, je pense que tu as hérité plusieurs de ses qualités. Donc, la FENELEC est aussi entre de bonnes mains. Et j'espère qu'on pourra aussi encore plus consolider la collaboration, Inch'Allah. Absolument. On est dans un très beau métier, dans un très beau secteur de l'électricité ou l'énergie d'une manière générale, qui regorge d'opportunités. Et nous sommes aussi dans un continent qui a besoin aujourd'hui d'un accompagnement. Et effectivement, donc on doit faire. Et je pense aussi que cette crise pandémique, elle nous a démontré que il y a un fort potentiel avec une relance économique verte. Et donc, il faut vraiment qu'on essaye ensemble, en nous entraidant, en collaborant, à faire justement avancer les choses. Bonjour Saïd. Bonjour Badr. Bonjour. Très bien, je demande aussi aux autres panélistes d'activer leur micro et leur caméra, comme ça on peut voir. Monsieur Bourmtan, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Monsieur Karim Diori, bienvenue. Merci pour votre temps. Merci à vous. Nous allons démarrer tout de suite, puisque je vous le signale, il y a à peu près une centaine de personnes qui nous suivent déjà. Et les autres intervenants pourraient nous rejoindre en cours de route, si vous êtes prêts et d'accord. Je vous remercie. Si tu peux me permettre, oui. j'ai reçu l'appel du ministre Père qui a eu un contretemps urgent et qui s'excuse de ne pas être avec nous. Il souhaitait vraiment l'être, mais là, il ne peut pas l'être. Voilà. Monsieur Lepar s'est fait représenter par Monsieur Mohamed Ahmed, mais ce dernier a eu un problème pour se connecter. Il est en train d'essayer de se connecter et il va nous rejoindre incessamment, lui aussi. Donc, encore une fois, bonjour aux honorables intervenants, aux invités à cette conférence d'ouverture de la première édition du salon e-Afrique-ELEC, salon professionnel, je le rappelle, qui est dédié au secteur de l'électricité, l'électronique et les énergies renouvelables. Cette édition 2020 est virtuelle dans son format, contexte actuel oblige, mais ses apports seront à coup sûr bien réels. Un grand merci à Crédit du Maroc pour le soutien fort qu'il a apporté à la FENELEC pour la co-organisation de cet événement. Merci aussi à Mazen et au cluster solaire pour leur soutien financier. C'est grâce à l'entraide de ces partenaires que notre rencontre a été rendue possible, malgré la conjoncture exceptionnelle que traverse le Maroc et le monde. C'est aussi grâce à eux que plus d'une centaine d'entreprises ont aujourd'hui et jusqu'à après-demain jeudi l'opportunité d'échanger entre elles, de trouver de nouveaux clients et de nouvelles opportunités d'affaires. Une vingtaine de pays sont représentés dans cette première édition des Afrique-ELEC, dont la majorité est constituée de pays africains. Un grand merci aux conférenciers qui ont bien voulu participer à ce moment de partage qui, nous l'espérons, toutes et tous,
sera enrichissant. Alors, je donne sans plus tarder, je rappelle juste la thématique centrale de notre conférence qui est de savoir dans quelle mesure les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique peuvent être un levier de croissance durable pour l'économie. C'est et ne le sont pas déjà. Je donne la parole, donc sans tarder, à M. Badr Iken, qui est directeur général de l'Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles, les RZEN. Monsieur Badr Iken n'est plus à présenter. Il vient d'être élu coordinateur de l'Alliance du cadre hydrogène de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, ERENA. Nous vous félicitons, monsieur Iken. Il doit d'ailleurs modérer une conférence tout de suite dans le cadre de la première édition du World PTX Summit 2020, centrée sur l'hydrogène vert, qui se déroule, cette conférence aussi, du 1er au 3 décembre à Rabat. Donc, comme je disais à M. Moline, n'est-ce pas là un heureux hasard de calendrier, M. Iken? La parole est à vous. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, effectivement, notre pays arrive à capter beaucoup d'intérêt, arrive à organiser aussi de grands événements en même temps. Donc, nous sommes vraiment très, très ravis d'organiser cet événement qui s'articule autour des potentialités de l'hydrogène vert et de ses applications. Et puis toute cette belle histoire qui est bien évidemment une filière de demain ou d'après-demain. Elle commence avec les énergies renouvelables, elle commence aussi avec ce potentiel de gisement de ressources renouvelables. Donc c'est vraiment une continuité. Alors je souhaiterais tout d'abord profiter de cette occasion pour féliciter les organisateurs, donc la FENELEC, Crédit du Maroc, vraiment les féliciter, même si la situation reste bien évidemment compliquée, d'organiser cette rencontre, de l'organiser même sous forme de salon pour permettre, comme il a été cité, de faire rencontrer les industriels, les entreprises entre elles. Je souhaiterais également profiter de cette occasion pour féliciter la FENELEC pour l'élection de son nouveau président et son vice-président, respectivement M. Ali El-Harti et M. Abdelaziz, et M. Al-Alami Marroni. Je souhaiterais bien évidemment profiter de cette occasion pour féliciter M. Ali El-Harti qui suit les pas d'un père, Allah yarhamou, c'est Abdelaziz El-Harti, qui était une personnalité honorable, humble et très très respectée. Et je suis très très content de constater que les membres de la FENELEC font aussi confiance à son fils qui a hérité de beaucoup de ses qualités, et je suis très très content de cette nomination et puis de consolider la coopération avec la FENELEC. Alors, merci beaucoup, Sébadra. Je t'interromps, mais c'est juste pour te remercier, et d'autant plus que c'est extrêmement sincère. Merci beaucoup, Sébadra. Marhaba, c'est Ali. Alors écoutez, le focus de cette conférence introductive, elle s'articule autour du thème des énergies renouvelables. Je vais en parler d'une manière un peu générale et puis je ferai un focus sur la partie relative à la recherche et au développement et puis l'apport et l'accompagnement du secteur à travers la recherche, développement et l'innovation. Je pense que nous avons clairement, dans le cadre de cette situation difficile de crise pandémique, compris qu'il y a une réelle opportunité à travers une relance économique verte. Nous nous trouvons au-delà de nos frontières sur un continent qui a encore fortement besoin d'être électrifié. À date d'aujourd'hui, nous avons encore 519 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc, nous traitons d'un sujet qui est crucial puisqu'il s'agit de répondre à la demande et à un réel besoin qui va avoir comme finalité créer l'environnement propice pour le bien-être de nos concitoyens africains. Alors, dans ce contexte-là,
il y a deux éléments phares. Le premier élément phare, c'est le potentiel à travers les nouvelles opportunités au niveau national, donc des avancées en ce qui concerne des amendements, en ce qui concerne les lois, surtout en ce qui concerne la moyenne tension, donc l'ouverture de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir. Et notre pays a sur le court terme, d'ici 2030, un potentiel de plus de 1,5 gigawatts en ce qui concerne la moyenne tension, et puis ensuite autant en ce qui concerne la basse tension. Un amendement en ce qui concerne aussi la loi de l'autoproduction. Donc ce sont vraiment de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à nous. Et puis je pense que le représentant, je pense aussi que Saïd Moline, mon cher ami et collègue Saïd Moline, parlera également de toutes ces possibilités et puis de la préférence nationale pour encourager aussi des produits et des composants qui seraient made in Morocco, qui seraient made in Africa. Et puis en parallèle, je pense que ce sujet sera également traité par Saïd Moline, c'est la décarbonisation de nos entreprises, de nos industries. Ça, c'est important pour encourager la compétitivité énergétique et aussi pour décarboner nos produits. Donc, nous allons pouvoir très, très bientôt avoir des produits avec une empreinte carbone qui sera basse et c'est une réelle opportunité pour pouvoir exporter ces produits encore meilleure compétitivité. Mais je pense que ça va être traité par les autres intervenants. Alors, je reviens à l'aspect recherche et développement. L'aspect recherche et développement et l'innovation, c'est un atout, c'est un élément aujourd'hui où le Maroc joue un rôle, se positionne. Nous avons aujourd'hui des plateformes de recherche dédiées à l'accompagnement du développement technologique de différentes solutions énergétiques, électriques, de solutions de sources renouvelables. Nous travaillons main dans la main avec le monde académique, mais aussi le monde socio-économique. Donc, nous essayons d'être un véritable pont entre l'université et le monde socio-économique. Et c'est pour ça que nous avons déployé des plateformes de recherche. Ça a commencé avec le Green Energy Park, la première plateforme à Ben Grir qui est dédiée aux technologies solaires, photovoltaïques, solaires thermiques, à concentration, basse température, et aussi les sujets annexes tels que le stockage de l'énergie. Et puis actuellement, nous sommes en train de finaliser la deuxième plateforme, le Green and Smart Building Park, qui est une plateforme qui est dédiée à l'intégration des énergies renouvelables dans le bâtiment, donc la partie efficacité énergétique du bâtiment, tant passive mais aussi active à travers l'intégration des énergies renouvelables et aussi les réseaux intelligents, donc la digitalisation dans le secteur de l'énergie à un niveau micro, quand on parle d'une maison, c'est la domotique, et à un niveau méso lorsqu'on parle de quartier et même au-delà. Et dans ce contexte-là, nous sommes également aussi plus que honorés et ravis d'annoncer la finalisation. Ce sont les dernières, on est en train de finir vraiment les derniers petits jalons de la nouvelle plateforme Green Energy Park MCI Maroc-Côte d'Ivoire. C'est une plateforme de recherche qui sera dédiée aux technologies solaires, aux applications des technologies solaires pour différentes applications dans le contexte des conditions climatiques semi-tropicales et puis les applications aussi agricoles. Donc c'est pour nous aussi une réelle ouverture vers l'Afrique de l'Ouest. La plateforme se trouve à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Et ces plateformes de recherche, il y en aura d'autres. Il y a aussi une plateforme qui sera dédiée au Nexus Eau Énergie, à l'hydrogène vert et ses applications, et également à la biomasse biogaz. Et ces plateformes de recherche se veulent être des instruments d'accompagnement technologique pour nos entreprises et pour les entreprises africaines. Donc, très cher Monsieur Hati, nous sommes à votre disposition, nous sommes à la disposition de vos membres pour pouvoir aussi les accompagner et puis passer à des adaptations, à des optimisations de technologies pour les adapter encore plus à nos besoins et pour améliorer notre compétitivité aussi sur l'aspect technologique. Dernier élément, nous lançons des appels à projets et cette année, dans le contexte de la crise pandémique,
nos appels à projets vont plus s'orienter, pas vers une recherche fondamentale, mais plus vers une recherche appliquée, vers l'accompagnement de l'innovation, le passage de l'innovation vers le marché, donc le transfert technologique. Et nous avons actuellement un appel à projet qui est en cours, InnoBoost 2.0, et j'espère que nous aurons aussi la participation de plusieurs entreprises du secteur, et nous sommes aussi, ces appels à projets sont ouverts aussi à nos partenaires africains. Donc voilà ce que je tenais à vous dire d'une manière succincte. Encore une fois, toutes mes félicitations à la FENELEC pour l'organisation de ce salon virtuel. Je vous souhaite encore beaucoup de succès, de réussite. J'espère que nous allons encore plus consolider notre coopération et que l'année prochaine, Inch'Allah, nous pourrons accueillir les différents membres lors de l'organisation de E-Afrique ELEC d'une manière physique. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous, Monsieur le directeur général, Monsieur Iken. Merci pour cette connexion que vous faites entre le monde académique, le monde de la recherche et le monde de l'entreprise. Vous l'avez bien dit, avec comme objectif d'aller au-delà des frontières nationales et de s'ouvrir vers des pays africains. Vous avez cité l'exemple de la Côte d'Ivoire, mais certainement à l'avenir, il y aura d'autres pays. C'est la matérialisation, la concrétisation de la coopération sud-sud, chère à notre souverain. Nous devons sous peu recevoir M. Moulaf El Alami, qui a été pris lui aussi dans une réunion gouvernementale, mais qui a promis de nous rejoindre dès qu'il aura terminé. Donc, on aura le plaisir, l'honneur de le recevoir vers 16 heures. J'espère qu'il n'y aura pas de contretemps. Et je passe la parole à M. Saïd Moline. Il nous excusera si le ministre arrive en cours de route. Vous serez gentil de lui passer la parole et de trouver la bonne transition, que vous savez très très bien le faire. Merci Mohamed, merci à tous. Je me joins à ce qu'a dit Badr et pour féliciter la nouvelle équipe de la FENELEC. C'est un long travail que nous avons, une historique avec la FENELEC, et je réitère ce qu'a dit Badr parce que vraiment on a eu des périodes magnifiques et surtout des débats très importants pour cette fédération qui regroupe plusieurs acteurs. Et moi-même, ancien président de la MISOL à une certaine époque, et j'avais œuvré pour intégrer la MISOL au sein de la FENELEC. Je peux vous dire que bravo pour tout ce que vous faites, bravo pour tout ce que vous faites dans notre pays et bravo pour tout ce que vous faites sur notre continent. Et si le E-Afrique ELEC, alors il y a un côté positif dans cette rencontre. J'ai toujours demandé dans les salons qu'on fasse un bilan carbone. Je crois que si on fait le bilan carbone de celui-ci, sur tout le continent, on est très gagnant. Donc, je crois que ce type de conférence, même si ça empêche les rencontres et les discussions en tête-à-tête, au moins, il y a ce bilan carbone qui est intéressant. Mais aussi, bien sûr, je passerai la parole d'abord parce que c'est mon ministre actuellement. Ce qui s'est passé cette année, c'est que j'ai changé de tutelle. L'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique n'est plus sous la tutelle du ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Environnement. Elle est passée sous la tutelle du ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique. Alors, l'économie verte a intégré le département de l'Industrie. Et comme vous avez pu le constater, si vous avez vu tous les plans de relance aujourd'hui, tous les plans de relance européens, conseillés par les Nations Unies, par la Banque mondiale, par le FMI, par l'Agence nationale de l'énergie, parlent de relance à travers l'économie verte et du digital. Voilà. C'est les deux thèmes qui sont... Et ces deux, aujourd'hui, il y a au sein du département une agence dédiée au digital et une agence dédiée à l'économie verte qui regroupe alors 3 axes. Toujours l'efficacité énergétique, comme auparavant, mais en plus la mobilité durable et la production propre dans l'industrie. La production propre dans l'industrie, et je crois que c'est un volet important, parce que nous avons comme mission de décarboner l'industrie, et M. le ministre a été très clair, c'est la priorité aujourd'hui pour accompagner, parce qu'il y a des taxes carbone aux frontières qui se préparent
au niveau européen et que 65% de nos exportations vont en Europe. Donc, il faut s'y préparer et nous avons une carte à jouer. Une carte à jouer énorme parce qu'on peut non seulement décarboner notre industrie tout en baissant sa facture énergétique. D'abord par l'efficacité énergétique, par les énergies renouvelables, qui regroupent l'éolien, le solaire pour l'électricité, mais aussi la biomasse, il ne faut pas l'oublier, pour la chaleur, et demain l'hydrogène. Et c'est le thème que nous avons eu ce matin dans l'atelier. Merci Badr pour l'invitation, parce que nous avons montré que sur tous ces thèmes, mobilité durable, production propre, industrie, l'hydrogène est concerné. Parce que nous pensons à des industries, et on l'a bien dit tout à l'heure, aujourd'hui, ce ministère veut aussi qu'il y ait plus de production nationale. Et ces appels à projets qui ont eu lieu, les 100 appels à projets. Et si vous avez d'autres idées, je suis sûr que sur le thème qui nous concerne aujourd'hui, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, il y aura des opportunités. Vous êtes parfois producteurs, parfois vous êtes des importateurs. Ces importateurs, ces produits qui sont importés, si on peut les faire au niveau national, il y aura des accompagnements pour cela. Il y a toute une liste de projets et je peux vous assurer qu'il y a une volonté pour plus de production nationale, plus d'indépendance énergétique, donc plus d'efficacité énergétique, d'utilisation de renouvelables, et plus d'accompagnement pour les acteurs, pour l'offre et la demande. Donc, c'est pour ça qu'on a bien entendu tout à l'heure la loi sur l'autoproduction, la loi 1309, tout ceci est ouvert aujourd'hui. Et si on veut décarboner notre industrie d'une façon économique, c'est bien sûr en facilitant les investissements dans le domaine et en accompagnant ces investissements par des entreprises, et les entreprises nationales, et beaucoup sont membres de la FENELEC, aujourd'hui peuvent jouer un rôle encore plus important. Donc nous sommes dans un schéma vraiment avec cette nouvelle orientation. Nous travaillons toujours ensemble, les différents ministères, mais pour vous dire que c'est très important de voir que dans l'économie verte, nous avons ce côté industriel lié à l'énergie. Et c'est ça qui va être accompagné. Et on a parlé de préférence nationale tout à l'heure. Je crois que c'est un modèle qu'il faut absolument, dans le contexte actuel, encore plus appuyer. Et c'est tout l'esprit de ce que veut le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'économie verte et numérique. Donc, ce que je tenais à dire, il y a un côté national et il y a un côté aussi continental. Notre continent, Badr l'a bien dit, plus de 500 millions de citoyens sans électricité. Et ce que nous préconisons, c'est des solutions adaptées. Un des domaines sur lesquels nous avons beaucoup travaillé ces dernières années, c'est le pompage solaire en agriculture. Nous sommes à 40 000 pompes solaires au Maroc. C'est pratiquement 400 mégawatts installés aujourd'hui de photovoltaïque en décentralisé, parce que notre pays a eu des grands projets renouvelables. Il faut que tout ce qui est décentralisé, qu'il soit pompage solaire, toit solaire dans l'industrie, toit solaire dans les bâtiments publics, tous ces projets vont être accompagnés d'une façon forte, parce qu'il est nécessaire de montrer que tout le monde est gagnant lorsqu'on fait ces projets. On arrive à développer des projets qui tiennent compte de nos engagements au niveau de notre objectif pour les énergies renouvelables, en limitant les émissions de gaz à effet de serre, en baissant les factures énergétiques du citoyen, de l'agriculteur, de l'industriel. C'est ça la clé du succès, et c'est pour ça que nous sommes très heureux aujourd'hui de participer à ce e-Afrique ELEC pour dire qu'il y a une expérience marocaine, il y a une expérience d'entreprise marocaine sur le continent déjà, et il y a aussi tout ce qui est formation. Nous avons un centre de formation, la Green Platform à Marrakech, avec le cluster solaire et avec la MISOL, où nous avons on labellise des acteurs et en les aidant à avoir un certificat pour être professionnels, pour installer des systèmes solaires, des pompes solaires ou des grands systèmes solaires. Donc, vous voyez qu'il faut un tout. Il faut une bonne politique, il faut un renforcement de capacité, donc de formation, il faut de la sensibilisation, et c'est ce que nous faisons, comme aujourd'hui d'ailleurs, mais aussi il faut des accompagnements techniques et financiers. Aujourd'hui, il y a des outils financiers. Le MORCEF a beaucoup aidé pour un certain nombre de projets d'efficacité énergétique. Il y a de nouvelles lignes. Il y a le Green Economy Financial Facility maintenant qui se prépare.
Hein, on ne parle plus d'efficacité énergétique, mais d'économie verte. Même les outils financiers s'adaptent. Nous avons une agence dédiée à l'économie verte. Nous avons une commission dédiée à l'économie verte au sein de la CGEM. Et je tiens à le dire ici parce que c'est vraiment dans cet esprit de partenariat public-privé. J'ai eu la chance de faire partie des deux côtés, mais pour vous dire qu'aujourd'hui, nous avons un certain état d'esprit et surtout avec le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'économie verte et numérique, nous avons toutes les actions à mener et pour vous accompagner. Et je vous remercie. Merci à vous, c'est Saïd Moline. Juste, je vous prie de garder encore un peu la parole. Il y a presque une centaine d'entreprises qui nous suivent. Pour un petit peu démystifier cette question d'accès au financement, donc continuer à se plaindre des entreprises. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore un effort d'information à fournir pour les rapprocher de ces lignes de crédit, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare de ce point de vue-là? Parce qu'on continue à entendre certaines entreprises se plaindre de ne pas pouvoir tout comprendre de ce qui se fait à ce niveau-ci. Alors, je suis content aussi d'avoir intégré ce département parce qu'il y a d'autres agences. Il y a Maroc PME, il y a l'AMDI, il y a l'agence du digital. Et avec les trois agences, j'ai déjà des conventions parce qu'avec Maroc PME, il y a Tatouir et il y a un Tatouir vert en préparation. Très bien. Dédié à l'économie verte et le même contexte pour accompagner et vous pouvez présenter vos dossiers. Il y aura avec l'AMDIE pour les investissements dans le domaine de l'économie verte et avec l'agence du digital parce que la digitalisation de l'énergie, il y a un volet intéressant pour l'efficacité énergétique. Donc sur ces trois thèmes, nous travaillons ensemble. En plus des financements, et c'est pour ça que j'ai cité tout à l'heure le GEF, le Green Economy Financial Facility, il y a aujourd'hui des outils déjà disponibles avec des banques locales. Alors, c'était ça. Vous savez, les grands projets, c'est assez facile de les financer. Vous avez un interlocuteur, un grand projet, un certain montant important. Là, on parle de milliers de petits projets. Et on est obligé de passer aussi par les banques locales. Et c'est pour ça qu'il faut un peu plus d'acteurs. Et nous avons réussi, et je crois que l'expérience du Morcef, même si elle était limitée à 100 millions d'euros avec 10 millions d'euros de subventions, elle a permis 260 projets, elle a permis un certain nombre d'actions menées qui ont donné leurs résultats. Et surtout, quand on compare, on dit, regardez, le payback de ces projets, c'est 5 à 7 ans par rapport aux grands projets qui ont des paybacks beaucoup plus longs. Donc, nous avons la chance d'avoir ce type de projets qu'il faut encore encourager parce qu'ils sont créateurs d'emplois, ils rendent nos industriels plus compétitifs et ils créent un marché pour les acteurs membres de la FENELEC et pour tous ceux qui travaillent dans ce domaine. Donc, c'est très important. On gagne à tous les niveaux et c'est pour ça qu'on encourage encore plus ça. Donc, d'autres lignes, je l'espère aussi, on travaille sur un fonds pour l'économie verte, mais tout ceci, c'est encore en discussion. Mais déjà, il y a des outils disponibles aujourd'hui. Et c'est pour ça que je tiens à le dire et vraiment avec le ministère et les agences qui dépendent de ces ministères, nous avons réussi à avoir un certain nombre d'actions concrètes. Très bien, donc il y a l'esprit start-up qui s'installe, start-up verte qui s'installe dans des projets. J'ai oublié, excusez-moi, c'est Mohamed, parce qu'on a lancé un projet qui s'appelle EcoStart avec la GIZ voilà. Et qui a identifié un certain nombre de projets qui vont être accompagnés. Ce n'est pas des gros montants, c'est vrai, mais il y a un montant qu'on a mis en place pour accompagner ces startups dans le domaine de l'économie verte. Il y a eu un appel à projet lancé en juin et on va avoir d'ici la fin d'année les lauréats qui vont être accompagnés par la suite. Très, très, très bien. Tout ça, c'est prometteur, ça donne espoir dans ces moments difficiles où il y a beaucoup d'expressions de désespoir, etc. J'espère, avec la nouvelle année et avec des conférences qui sont porteuses d'autant d'espoir, la relance sera là et la relance sera verte, Inch'Allah. Oui, c'est Mohamed, un dernier point, parce que c'est ce qu'on a dit ce matin quand on parlait d'hydrogène, pour les générations futures du Maroc et du continent.
nous avons tous une carte à jouer. C'est pas, faut pas se faire peur avec ces nouvelles technologies. Nous sommes capables, si on doit développer des électrolyseurs africains, si on doit développer des pompes à combustible, des piles à combustible africaines, oui, on y arrivera. Le travail qui est fait avec Iresen, avec Mazen aujourd'hui, qui a un grand projet lié à l'hydrogène, l'OCP. Je profite de l'occasion, puisque vous avez parlé de Mazen. Nous avons M. Ali Zrouali de Mazen qui est là et nous lui souhaitons la bienvenue. Bien, bonjour Ali. Et en tout cas, pour vous dire que on a une carte à jouer énorme et dire aux générations futures que notre pays peut devenir exportateur d'énergie verte dans un avenir pas si lointain. Donc, vous me donnez l'occasion, en parlant de Mazen, de donner la parole à Ali Zrouali, qui, je le rappelle, vous le connaissez très bien, directeur de coopération et développement international au sein de l'Agence marocaine pour l'énergie durable, Mazen. La parole est à vous, hein, donc on vous la donne comme ça à chaud. Alors, merci Sidi Mohamed de me passer la parole. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je rattrape le wagon en route. Il y avait eu quelques problèmes techniques qui m'ont empêché de suivre les premiers échanges. Je comptais pour ma part faire honneur à la dimension africaine de cet événement pour plus m'attarder à revoir quelle est la situation en Afrique. Donc, je voulais commencer par dire que le développement du système énergétique incarne à la fois une opportunité et un défi pour le développement social, économique et industriel de tout un continent qui est l'Afrique. Nos pays sont aujourd'hui confrontés de manière assez disparate, ma foi, à des défis en matière d'accès à l'énergie dans certains cas, de sécurité énergétique dans d'autres, ou encore de compétitivité industrielle. Et c'est important, je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Cette situation, il faut dire qu'elle se caractérise à la fois par un accès très limité à des services énergétiques modernes, abordables et fiables dans les zones urbaines, mais également un déficit d'accès à l'électricité dans les zones rurales. Et un chiffre qui est peut-être parlant, c'est que le taux d'accès à l'électricité est de 50% en moyenne, et nous le savons tous, avec des coupures d'électricité pouvant atteindre jusqu'à 80 heures par mois dans les pays africains et principalement dans les pays subsahariens. Toutefois, ces taux masquent des écarts immenses en termes d'accès à l'électricité dans les zones urbaines et l'accès à l'électricité dans les zones rurales qui sont mal desservies en termes d'accès par les réseaux. Dans certains pays qui font partie des pays les moins avancés, le pourcentage de la population rurale qui a accès à l'électricité n'excède pas des fois 1%. Et une image qui est également très parlante en Afrique subsaharienne, c'est la capacité installée, qui est hors Afrique du Sud, qui est inférieure à la capacité installée, par exemple, en Espagne ou en France, malgré une population qui est plus de 15 fois plus importante. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie plus particulièrement, si on zoome sur des régions comme l'Afrique de l'Ouest, qu'environ 200 millions de personnes vivaient sans accès à l'électricité durant la dernière décennie. Et ce qui est également paradoxal, c'est que ce sont les pays les plus pauvres, les plus pauvres qui, dans le monde, en Afrique, qui payent l'électricité la plus chère au monde. Ces pays-là dépendent généralement de petites centrales au fioul qui sont très coûteuses. Et à 0,25 $ le kilowattheure, l'électricité demeure très très chère et coûte en moyenne 2 fois plus cher que la moyenne mondiale, ce qui pénalise grandement le développement social et économique des industries et des économies des pays africains. Alors, bon, peut-être que j'ai eu un temps un peu alarmiste et que cette situation, bien qu'elle paraisse alarmiste, pourrait tout de même représenter une vraie opportunité pour le développement des capacités énergétiques modernes sur le continent.
reposant principalement sur les énergies renouvelables. Il faut rappeler que l'Afrique est le continent qui regorge des ressources renouvelables les plus abondantes. Et aujourd'hui, heureusement, fort heureusement, la compétitivité des énergies renouvelables, qui n'est plus à démontrer, pourrait également incarner un nouveau levier de compétitivité industrielle dans bon nombre de pays sur le continent. D'après les projections de l'IRENA, sur le futur mix énergétique de l'Afrique, la part des énergies renouvelables pourrait augmenter de 50% d'ici 2030 et augmenter également de 73% à l'horizon 2050 sur le continent. Donc, ce que je voulais dire, c'est que grâce à ces différentes technologies renouvelables, les solutions au réseau pourraient représenter une vraie source importante d'accès à l'électricité dans les zones rurales, situées à une distance considérable des réseaux électriques. Et les projections de l'Agence internationale de l'énergie suggèrent que d'ici à 2040, 70% de l'électricité dans les zones rurales sera fournie par ces types de technologies et ces sources renouvelables. Ce qui fait que l'investissement dans les énergies renouvelables au réseau pourrait constituer une vraie option intéressante pour les investisseurs dans les pays où la majorité de la population n'a pas accès au réseau. L'énergie solaire off-grid, y compris l'éclairage solaire dans certains cas, pourrait faire émerger des mini-producteurs d'électricité de sources renouvelables et contribuer à l'émergence d'un vrai écosystème autour de ce secteur des énergies renouvelables qui pourrait porter une vraie dynamique de développement économique et social. Et quant aux investissements dans les réseaux, on y revient, puisque le Maroc a une grande expérience également dans les investissements, puisqu'on a la chance d'avoir un réseau électrique assez étendu. Les grandes centrales ENR, l'investissement dans les grandes centrales ENR pourrait incarner un vrai industriel. Et nous pourrions donner comme exemple le Maroc, la Tunisie, l'Éthiopie ou le Sénégal également, où les coûts de production au kilowattheure ont atteint des records qui les placent aujourd'hui à un niveau bien plus compétitif que les énergies fossiles. Donc, le choix manichéen d'un point de vue économique entre énergie fossile et énergie renouvelable n'est plus à faire. Et aujourd'hui, c'est devenu une réalité et une évidence. Et finalement, afin de lancer cette dynamique, ce que j'aimerais souligner ici, c'est que le Maroc, d'un point de vue à la fois institutionnel et business, se trouve aux côtés d'un certain nombre de pays sur le continent, de pays qui sont désireux d'accélérer l'accès à l'électricité en utilisant les technologies renouvelables, puisque nous accompagnons sous différentes formes, que ce soit en termes de partage de savoir-faire, de renforcement de capacités, d'assistance technique, mais également dans certains cas de co-développement et d'investissement dans certains pays au développement de capacités d'énergie renouvelable. Plus d'une vingtaine de pays aujourd'hui sont dans une coopération rapprochée avec le Maroc et le Maroc est également actif au niveau institutionnel auprès de bailleurs de fonds comme la BID, la BAD et la Banque mondiale à travers des coopérations trilatérales au bénéfice des pays africains, mais également au niveau des Nations Unies, puisque le Maroc et l'Éthiopie portent ensemble une initiative internationale qui s'appelle The Coalition for Sustainable Energy Access in LDC et qui vise à renforcer la coopération sud-sud pour partager des expériences communes et des défis communs et accélérer cet accès à l'électricité. Et peut-être juste un dernier mot, parce que je pense que j'ai pris pas mal de temps. J'aime à rappeler que l'Afrique a été oubliée des précédentes révolutions, que ce soit la révolution industrielle ou la révolution des NTIC. Et aujourd'hui, comme je l'ai déjà cité, l'Afrique regorge des ressources renouvelables nécessaires à cette production d'énergie. L'Afrique regorge également des minéraux et de la matière première et primaire nécessaires à la production à la production de ces technologies renouvelables. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ne soit pas oublié de cette nouvelle révolution verte en augmentant l'intégration dans la chaîne de valeur et en localisant sur notre territoire une certaine partie des capacités industrielles nécessaires à la production de ces technologies renouvelables.
à l'instar de ce qui a été fait à Tanger avec Siemens, la production des pales, et prochainement peut-être la production d'électrolyseurs pour les molécules vertes. Donc j'en appelle réellement à une prise de conscience et à un travail pour faire de cette révolution verte un outil et un levier de croissance économique et industrielle sur le continent. Donc on est en pleine, déjà en pleine révolution verte, comme vous venez de le dire, et cela donne des possibilités énormes aux nombreuses entreprises qui sont en train de suivre cette conférence. J'espère que vous annonce nombreuses, hein, avant vous, Monsieur Moline, aussi on a fait un certain nombre, vont les inspirer, les inciter à aller de l'avant pour décrocher de nouveaux marchés et de nouvelles opportunités de business vert, je précise. Nous avons ici réuni tous les maillons de la chaîne qui pourraient rendre encore cette révolution verte plus visible, non seulement au Maroc, mais aussi dans le continent, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous autour de notre table virtuelle Monsieur Karim Diouri, qui est membre du directoire du Crédit du Maroc, en charge du pôle développement. Je profite de l'occasion pour remercier encore une fois Crédit du Maroc pour sa contribution à la réussite de cet événement, pour son soutien, sans lequel cet événement n'aurait pas eu lieu. Le cluster solaire, mais aussi Mazen pour leur appui. Grâce à eux, c'est grâce à eux que notre conférence et que cet événement a pu avoir lieu. Monsieur le ministre Moulay Hafid Alami essaye de se connecter. Il a pu accéder à la plateforme, mais on n'arrive toujours pas à le voir. On attend son arrivée incessamment. Nous espérons que ce petit couac technique va très rapidement être réglé. Mais en attendant, je passe la parole à Monsieur Mohamed Bourmtan, qui est le directeur du pôle industriel et du pôle développement de l'Office national de l'eau et de l'électricité, et je le prie de bien vouloir céder la parole si Monsieur le ministre arrive à se connecter entre-temps. Voilà, la parole est à vous, c'est votre temps. Merci, c'est Mohamed. Donc, à mon tour, je félicite Ali El-Hati pour être élu à la tête de la FENELEC. Donc, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les présidents, directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, donc c'est avec un réel plaisir que l'on participe à ce premier salon virtuel et Afrique ELEC. Et je voudrais particulièrement remercier la FENELEC pour l'organisation dans le contexte actuel de la pandémie, de cette manifestation qui vise à enrichir les échanges autour des opportunités et des défis liés au secteur de l'énergie et de l'électricité. En effet, le secteur électrique marocain a connu durant cette dernière décennie une mutation profonde impulsée par la mise en œuvre de la transition énergétique qui a été dictée par la vision clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Les piliers de cette transition énergétique, je rappelle, sont la sécurité d'approvisionnement, la disponibilité de l'énergie, l'efficacité énergétique et la préservation de l'environnement. Ceci s'inscrit dans un cadre global à portée interrégionale visant le développement d'une croissance inclusive dans notre continent africain. La réussite de cette stratégie énergétique nationale s'appuie bien évidemment sur les ressources importantes que regorge le Royaume en matière des énergies renouvelables, notamment solaire et éolien. En particulier, le Maroc dispose d'un potentiel élevé d'éolien
et du solaire, en particulier dans nos régions du Sud, et un potentiel notamment spécifique, significatif, notamment en ce qui concerne les microcentrales hydrauliques avec plus de 200 sites exploitables. En plus de ce potentiel immense dont dispose le Maroc, la stratégie énergétique nationale a été confortée par l'essor du secteur des énergies renouvelables qui contribuera certainement à une baisse significative des coûts de production, permettant ainsi de s'inscrire dans une dynamique favorable menant vers un secteur électrique durable et compétitif. La mise en œuvre de la stratégie énergétique nationale repose sur l'achèvement d'objectifs clairs et ambitieux, tout en mettant en place des mesures d'accompagnement nécessaires. Comme vous le savez, c'est ainsi qu'il est programmé d'atteindre une part des énergies renouvelables de plus de 52% de la capacité totale du système électrique national en 2030, et voire même plus, on peut réaliser beaucoup plus que les valeurs affichées aujourd'hui. Il est important de souligner ces dernières années, il a été procédé à la mise en service d'environ 1800 MW de capacité renouvelable portée particulièrement par le solaire et l'éolien. Cette capacité additionnelle a permis au système électrique national de disposer d'une capacité, je dirais, installée d'environ 3900 mégawatts supplémentaires, représentant plus de 37% par rapport à la capacité totale. Pour la réussite de cette stratégie, le Maroc a entamé la mise en place de réformes structurelles, légales et institutionnelles du secteur de l'électricité. Oh oui, allez-y. Can you share your screen? Are you able to see me in the? We are in the conference, so. Je disais que pour la réussite de cette stratégie énergétique nationale, le Maroc a entamé la mise en place de réformes structurelles, notamment l'adoption en 2010 de la loi 1309 pour accompagner le secteur privé pour le développement des énergies renouvelables, la création de Mazen en tant que chargé de piloter les énergies renouvelables nationales et la création, bien évidemment, de l'autorité nationale de régulation dont la mission principale, je rappelle, est de veiller au bon fonctionnement du marché libre de l'électricité. Aussi, la réforme du secteur électrique du Maroc a permis de mettre en place un modèle de marché hybride dans lequel un marché réglementé alimenté par l'ONE comme acheteur unique et distributeur historique coexistent avec un marché libre où les clients éligibles peuvent évidemment s'approvisionner en énergie électrique de sources renouvelables auprès des producteurs privés disposant bien évidemment des autorisations nécessaires octroyées par l'administration. L'ONE, en tant que garant de la continuité et de la sécurité d'approvisionnement du pays en énergie électrique, et participe activement en collaboration avec toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre de cette stratégie, à travers notamment le développement et la réalisation des projets en concertation, en collaboration avec Mazen, le développement et la réalisation des moyens de stockage et de flexibilité tels que les stations de transfert d'énergie par pompage, et les batteries, afin de soutenir bien évidemment l'intégration massive des énergies renouvelables et répondre à l'intermittence de ces dernières. Le renforcement du réseau de transport national pour le développement des projets ENR sur tout le territoire national. Pour le parachèvement de ces engagements, l'ONE prévoit des investissements importants à court, moyen et long terme et veille à la mobilisation des capitaux privés dans le cadre des partenariats publics-privés. L'ONE s'appuie par ailleurs sur une industrie locale mature qui a su s'adapter aux nouvelles orientations de la stratégie énergétique nationale, à l'instar du programme d'électrification global PERC. Je souligne à cette occasion et de rappeler quand même la réussite du programme PERC qui repose principalement sur l'engagement de toutes
des parties prenantes, notamment les collectivités locales, les bailleurs de fonds et les entreprises de travaux. Ainsi, depuis son démarrage en 1996, la mise en œuvre du PERG a permis d'atteindre un taux d'électrification rurale de plus de 99,76%, se traduisant par l'accès à l'électricité à plus de 12,3 millions de citoyens marocains à travers le pays. Ce programme a nécessité des investissements importants qui sont évalués à plus de 25 milliards de dirhams. Outre ces impacts socio-économiques positifs sur la population rurale, le PERG a permis également de renforcer le tissu national à travers notamment la production locale, des matériaux électriques, des équipements électriques et la mise en place de mesures adaptées. Le retour d'expérience du domaine permet ainsi aux entreprises de mettre à profit. Nous reviendrons vers vous. Je crois que M. Moulay Hafid Alami nous a rejoint. Il y a d'ailleurs un retour de son qui nous parvient de son bureau. Exact. Voilà. Donc, si M. le ministre pouvait se connecter à l'instant, nous serons tout oui pour écouter son intervention. Ok, je m'arrête, c'est Mohamed donc. Parce qu'il y a un retour qui nous arrive du bureau de M. le ministre. Monsieur le ministre va nous rejoindre dans 5 minutes. Ah, Monsieur le ministre va nous rejoindre. Donc, Monsieur Bonhomme, vous pouvez poursuivre votre intervention. Comme vous l'avez dit, il y a un écho qui revient donc, du bureau de M. le ministre. Ça. Donc, il me reste. Okay. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Est-ce que vous m'entendez cette fois-ci? Oui. Ça fait un moment qu'on essaye de vous joindre. Est-ce que ça marche maintenant? Parfaitement, Monsieur le ministre. Bon, vous nous voyez, nous vous voyons parfaitement. Écoutez, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Nous avons déjà lancé le débat, mais tout ce qui a été dit, vous le savez déjà. Nous vous donnons tout de suite la parole pour nous apporter un nouvel éclairage en fait sur. Écoutez, je suis désolé, on a essayé de se contacter, de se joindre, de vous joindre depuis tout à l'heure, mais sans succès, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous soyez là et toujours sur le pont, au combat, prêt à développer l'économie de notre pays. Je n'ai pas grand-chose à vous apprendre. Je crois que c'est plutôt l'inverse. Comme vous ne m'entendiez pas, j'ai eu l'occasion d'écouter un peu les interventions, pas toutes, et elles sont toutes brillantes et intéressantes. Simplement pour l'énergie renouvelable, je voudrais rappeler ce que nous avons tendance à oublier. Comme nous ne sommes que entre nous, on va se dire des vérités, n'est-ce pas? Lorsque Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, avait décidé de faire du Maroc une plateforme de production d'énergie renouvelable. Nous étions tous, de façon très sincère, très surpris, et nous ne comprenions pas, dans le temps, à quoi ça pouvait servir. On se disait, en tout cas j'entendais beaucoup le dire, j'ai beaucoup entendu ça, c'est fait pour des pays développés, c'est trop pour nous, on ne voit pas qu'est-ce qu'on va faire dans l'énergie renouvelable, c'est trop cher, cette production, etc. Et je crois que la vision, encore une fois, comme vous le savez, hein, Tangemed et tout le reste, encore une fois, donner ses fruits. Imaginez-vous un instant que le Maroc ait raté ce rendez-vous. Si on avait raté ce rendez-vous, l'impact serait le suivant. Nous avons 65% de nos exportations qui sont en destination de l'Europe. L'Europe, ayant décidé de protéger son économie, comme bien des pays essayent de le faire, a décidé de mettre en place la fameuse taxe carbone que vous connaissez tous. Cette taxe carbone peut disqualifier et disqualifiera fort probablement tous les pays qui n'auront pas accès à cette énergie renouvelable.
Ça, c'est le premier point. Donc, le fait de ne pas avoir d'énergie renouvelable aurait été extrêmement pénalisant pour un pays comme nous, qui exporte 65% de ses exportations vers l'Europe. Le deuxième élément, c'est que dans le temps, quand le projet au Maroc avait démarré, l'énergie renouvelable était très chère. C'est pour ça qu'on disait qu'elle était pour les pays riches. Parce que ce soit l'éolien ou le solaire, on dépassait de très loin le prix de l'énergie fossile. Il se trouve qu'aujourd'hui, les tendances se sont inversées, les courbes se sont inversées. Et l'énergie renouvelable est aujourd'hui, au Maroc en tout cas, définitivement moins chère que l'énergie fossile. Eh bien, ces deux éléments combinés peuvent, si nous sommes intelligents, et je n'en doute pas, hein, si nous travaillons intelligemment ces facteurs-là, donner à notre pays des éléments de compétitivité invraisemblables. Donc, retravailler notre énergie, repenser notre énergie. Simouline est avec nous, et lui, c'est son dada, je crois, presque avant Jésus-Christ. Quand j'étais à la CGM, il nous cassait les oreilles déjà avec ça. Je me souviens même plus en quel siècle j'y étais. Donc ça fait bien longtemps. Eh bien, cette efficacité énergétique qui a été prise pas très au sérieux non plus depuis des années, aujourd'hui commence à donner ses fruits. On parle de 10 à 48% de potentielle réduction pour un certain nombre d'industries, ce n'est pas rien. Et donc, si nous étions tous en ligne, en ordre de bataille, nous avons un pays qui a une stabilité politique reconnue par l'ensemble de la planète. Nous avons un pays qui est sérieux, qui ne change pas tous les 15 jours ses chartes d'investissement pour, par exemple, les investissements étrangers. Vous pouvez au Maroc, depuis très longtemps, détenir en tant qu'étranger 100% de vos actifs au Maroc et récupérer 100% de vos dividendes et de vos plus-values. Nous, Marocains, on a tendance à l'oublier. Ce n'est pas rien. Donc, nous avons une stabilité du pays, nous avons des conditions d'investissement qui sont intéressantes et nous avons un pays exceptionnel de potentiel d'énergie renouvelable, à la fois de l'éolien, du solaire et tous les autres que vous connaissez. Eh bien, si on mettait tout ça en ordre de bataille, avec une industrie qui s'est renforcée au fil des années, qui a fait sa sédimentation tranquillement, ça fait 25 ans que l'industrie marocaine travaille d'arrache-pied, que ces stratégies se succèdent en gardant une ligne directrice. Souvenez-vous, les métiers mondiaux du Maroc n'ont jamais changé. Ont été toujours les mêmes, on a toujours travaillé d'arrache-pied pour les faire évoluer. Je pense, en toute sincérité, que ce travail de longue haleine, avec persévérance, que ce soit dans l'énergie ou dans l'industrie, a donné ses fruits aujourd'hui. Nous devons savoir intelligemment cueillir les fruits de ces investissements long terme. Nous sommes en mesure aujourd'hui d'avoir une plateforme industrielle, hein, je prêche pour ma paroisse, une des plus compétitives au monde. Et je pèse mes mots, je les mesure et je les assume. Nous avons démontré dans le secteur automobile, il y a un mois, que nous sommes capables de faire une partie importante d'un véhicule, ici au Maroc, au même coût que l'Inde, qui est le pays le moins cher au monde. À partir de là, la compétitivité marocaine pour moi, n'est plus à démontrer. Si quelqu'un a besoin d'une démonstration, qu'il cherche ailleurs. Moi, je n'ai pas de temps à perdre. Moi, je sais ce que mon pays est capable de faire en compétitivité, et il est démontré. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est comment on va se retrousser les manches pour transformer l'essai. Sachez qu'on ne nous regarde pas comme on est avec nos vraies valeurs, notre vraie valeur aujourd'hui de marché.
Je sors d'une réunion à l'instant où on a parlé avec des gens importants au niveau international. Ils regardent le Maroc dans le rétroviseur. Ils ne regardent pas à travers le pare-brise. Ils regardent le Maroc d'il y a 15 ans. Ils pensent qu'au Maroc, nous sommes, au niveau de l'énergie renouvelable, c'est un sujet que nous avons débattu il y a quelques minutes. Ils disent, on va vous apprendre à faire de l'énergie renouvelable. On va nous apprendre à démarrer de l'énergie renouvelable. Donc, on a une défaillance de communication qui est terrible. Et je compte sur chacun d'entre vous pour corriger avec vos interlocuteurs, là où vous les avez, qui comprennent que le pays avec lequel ils dealent au quotidien n'est plus celui qu'ils ont connu il y a 20 ans. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on vienne vous expliquer aujourd'hui comment on va vous aider à faire de l'énergie renouvelable au Maroc? Est-ce que ce n'est pas au Maroc d'apprendre à plein de pays à faire de l'énergie renouvelable? Eh bien, croyez-le ou pas, je sors d'une réunion où on m'explique qu'on va venir nous aider pour ça, entre autres. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que nous avons un déficit, on a un décalage assez important entre la réalité du terrain et parfois l'image que l'on projette, pas chez les initiés. Vous prenez le cas de l'automobile, par exemple, ou de l'aéronautique, ou d'un secteur électronique ou d'ingénierie. Quand les gens travaillent avec l'ingénierie marocaine ou le secteur électrique, ils savent quelles sont les compétences marocaines. Mais quand on est dans de la politique généraliste, on dit le Maroc, c'est comme l'Algérie, c'est comme… Ok, ils sont tous dans le même panier, ils sont à peu près pareils. On est cousins, c'est vrai. On est sur le même territoire, c'est vrai. Mais chacun de nous a pris son destin différemment et s'est développé différemment. On n'est pas pareil. Vous avez dans la même famille les frères et sœurs qui évoluent différemment. Vous avez dans le même pays des villes qui évoluent différemment. Donc, voilà, la vie est ainsi faite. Nous avons, je crois, en tout cas, je suis inspiré par la réunion que je viens d'avoir, il faut absolument, pour pouvoir faire les prochains pas, prendre le temps d'être un peu moins modeste. Et la meilleure façon, c'est de ramener les gens pour qu'ils viennent voir. Ça ne sert à rien. Une image vaut 1000 mots. Ça ne sert à rien d'expliquer. Donc, ce que j'ai demandé à mes interlocuteurs de tout à l'heure, je leur ai dit, je vous demande une seule faveur, c'est venez au Maroc, 48 heures, et on va vous faire un programme de visite. Vous allez voir des choses. Vous allez voir, parce qu'une fois que vous allez comprendre qui nous sommes, vous allez savoir qu'est-ce que vous pouvez puiser chez nous comme énergie, c'est le cas de le dire pour notre rencontre d'aujourd'hui, et quelle qualité d'énergie nous pouvons vous donner. Voilà, je parle par exemple aux Européens, qu'est-ce qu'on peut leur offrir comme énergie renouvelable? Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de cette énergie renouvelable, de l'hydrogène propre et tout ce que vous savez? Je ne vais pas rentrer avec vous dans ces détails-là. Vous êtes plus fort que moi et je me sens faible quand je parle à des grands professionnels. Nous avons beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Maintenant, regardons nos acquis. Et à partir de ces acquis-là, il faut qu'on monte ensemble la stratégie de demain. Où veut-on être dans 10 ans? L'impulsion a été donnée par Sa Majesté. L'énergie verte est disponible, pas en quantité suffisante. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin, il faut qu'on produise beaucoup plus, etc. Qu'est-ce qu'on va en faire? Toutes vos suggestions et vos réflexions sont bonnes à prendre. En tout cas, pour ce qui est de notre ministère concernant l'économie verte, toutes vos propositions sont les bienvenues. Nous sommes à l'écoute de tout ce que vous avez comme idée à débattre et je suis preneur si vous avez un output de cette rencontre, si vous pouviez le partager avec nous. On se retroussera les manches, d'abord pour le challenger, le contredire autant que faire se peut, et on sortira de là avec quelque chose qui puisse nous faire une feuille de route pour l'économie verte. Nous en avons fortement besoin, et il se trouve que ces années-ci sont les années spéciales pour cela. Pendant longtemps, c'était des gens comme vous, initiés, qui en faisaient leur quotidien, et tous les autres que nous sommes
on était sur les gradins en train de vous critiquer. N'est-ce pas, Simoli? Hein, c'est notre sport national. Donc, on se disait qu'est-ce qu'ils font, à quoi ils servent, etc. Bien, aujourd'hui, il se trouve que la réalité a rattrapé tout le monde et nous sommes tous désormais convaincus, alignés, que l'énergie renouvelable est fondamentale, essentielle. Nous sommes aussi convaincus que le Maroc a pris les devants. Maintenant, c'est pas parce que Sa Majesté nous a donné une avancée par rapport à la concurrence qu'on doit dormir sur nos lauriers. Il nous a donné l'énergie. Faisons de cette énergie quelque chose d'intelligent. Apportons de la valeur ajoutée à ce que nous pouvons faire. Vous avez tous des idées en la matière. En tout cas, nous, au niveau du département, nous sommes à votre disposition, preneurs de tout ce que vous pouvez nous proposer. Simoline est en charge de faire le trait d'union et nous sommes à votre entière disposition. Je ne voudrais pas être trop long, je vais vous laisser dire des choses intelligentes plutôt que d'écouter un politique qui vous raconte des histoires. Voilà, merci beaucoup. Les politiques quand ils ont votre talent et votre sincérité de parole, ont l'intelligence de véhiculer les bons messages et nous en avons reçu pas mal. Avec aussi votre toujours bonne énergie. Et Afrique, elle est, comme son nom l'indique, orientée Afrique. Et quelques idées ont été déjà débattues au début de notre rencontre sur la possibilité d'intensifier la coopération Sud-Sud en matière d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. Qu'est-ce que vous pourriez dire de frais, de tous ces frais que vous venez de dire sur la coopération Sud-Sud, sachant qu'il y a un projet énorme en lien avec la conjoncture toute récente, qui est l'interconnexion avec la Mauritanie, par exemple, qui ouvrirait un champ vaste de coopération Sud-Sud. Encore une fois, vous allez me dire que je rabâche des choses connues. Vous savez, quand on était tous orientés vers le nord, le roi du Maroc nous a tourné le regard vers le sud. On ne comprenait pas non plus pourquoi. Hein. Je faisais partie des délégations, on l'a accompagné dans plusieurs pays, dans les pays frères africains, et ses instructions sont claires. C'est travaillons à livre ouvert avec notre continent. Son idée, c'est qu'il ne peut pas y avoir de prospérité d'un pays dans un océan de pauvreté. C'est pas possible. Et ces instructions est de travailler sur la coémergence. Regardons ensemble comment on peut contribuer à ce que le continent puisse émerger. Alors, attention, nous avons nous-mêmes beaucoup de choses à apprendre de nos pays frères africains. Il ne faut surtout pas avoir de condescendance. Sa Majesté en est allergique, hein, en ayant une relation de grand frère à petit frère. Il y a des pays qui, dans le cadre de l'énergie, ont de belles leçons à nous donner. Hein. Donc, partons déjà de ce point de vue. Il n'y a pas de relation de grand frère à petit frère, il y a une relation de partenariat et de partage. Nous avons souffert nous-mêmes de relations de ce type-là. Il ne faudrait pas qu'on les duplique. Et je ferme la parenthèse. Alors, fort de cette orientation de travailler à livre ouvert, nous avons un continent où tout est à faire. Tout est à faire. Et je prends, juste pour anecdote, pour vous détendre un peu, vous savez, je vous rappelle, vous la connaissez tous, l'histoire du monsieur qui fabrique des chaussures et qui envoie ses deux fils dans un pays africain et qui dit, bon, dites-moi, est-ce qu'il y a du business à faire dans ce pays ou pas? Les deux reviennent. Le premier lui dit, papa, oublie. Ils marchent tous pieds nus, il n'y a rien à faire, ils ne portent pas de chaussures. Et le deuxième lui dit, papa, c'est génial, il y a une opportunité extraordinaire, personne ne porte de chaussures, on pourra vendre beaucoup de chaussures.
Alors, pour revenir à ce cadre de business, à mes yeux, tout est à faire sur notre continent. Tout est à faire. L'agroalimentaire est une catastrophe. Nous vendons nos produits sans transformation. Quand je dis nous, c'est avec un nous africain sur l'ensemble du continent. Nous avons des terres arables et une réserve d'eau qui est une des plus grandes au monde. Parce que quand on pense à l'Afrique, on pense à la sécheresse. Une belle partie de l'Afrique a une capacité de production et peut être un véritable grenier alimentaire du monde. Les guerres du futur se passeront peut-être sur l'énergie renouvelable, mais certainement sur l'alimentaire. Et ce continent a des capacités incroyables. Alors, si vous arrivez à ramener de l'énergie renouvelable intelligente, à des coûts intelligents, où le Maroc peut contribuer à de la recherche et développement sur ce continent, tout est à faire. Tout est à faire. Dans l'industrie, dans les mines, nous exportons des mines dans des conditions terribles. On prend de la terre africaine qui est vendue ailleurs et qui devient de l'or. Ou des produits encore plus sophistiqués et plus recherchés. Donc, tout est à faire et souvent, ce qui manque, c'est l'énergie. Et souvent, ce qui manque pour pouvoir transformer, c'est l'énergie. Et le savoir-faire, dans certains cas. Donc, regardons avec le continent comment nous pouvons faire de la coémergence et de la complémentarité. Il y a 15 ans, j'étais en mission dans un pays africain et je disais au Premier ministre qui a eu la gentillesse ou la maladresse de me recevoir que je ne comprenais pas pourquoi nous, en Afrique, on était déstructurés. Que nous, Marocains, on voulait faire des industries énergivores alors qu'on n'a pas d'énergie. Et que certains pays veulent faire des ports comme Tanger Med alors qu'il est juste à côté. C'est cette complémentarité qu'il faut aller chercher. Pour que 1 plus 1 fasse plus que 2. Et non pas que 1 plus 1 fasse 1,5. Il y a de vraies potentialités sur le continent. Donc, si je peux me permettre des avis, en tout cas c'est ce que je m'applique à moi-même. Pas d'arrogance, du vrai partage qui vient du fond du cœur, et évidemment un partage transparent. Moi, je dis à mes amis de pays africains, je ne vais rien faire chez vous si je n'ai pas un bénéfice que je vais faire moi. Et la charité, c'est… Moi, quand quelqu'un vient me dire « je vous aime », c'est pour ça que je vais vous aider sur l'énergie, pour moi, c'est un suspect. Je le regarde avec beaucoup de suspicion. Quand il me dit « je vais venir investir chez vous pour gagner de l'argent, mais vous allez gagner aussi », ça devient quelqu'un qui m'intéresse et la cote d'écoute devient plus importante. Donc, il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Il faut qu'on trouve des partenariats bénéfiques aux deux parties et que tout le monde s'y retrouve pour que ce soit durable. Vous savez, quand l'Europe essayait de nous aider, soi-disant, pendant des siècles, ça ne peut pas tenir. Moi, je pars du principe de qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, pour aider l'Europe. Prenons le cas de l'énergie renouvelable. Nous avons des choses à offrir à l'Europe aujourd'hui. On n'a rien à demander. On peut travailler dans un cadre de partenariat et de dire, si vous voulez que je vous offre cette pièce que je fabrique, qui est la mienne, eh bien, vous devez m'accompagner de telle et telle façon. Et vous mettez votre liste d'épicerie de ce que vous demandez, mais en contrepartie de ce que vous apportez. C'est cette maturité à laquelle le Maroc est largement capable de participer. Et c'est avec cette même maturité que nous devons travailler avec les pays africains. Voilà, sans trop vous prendre de temps, ce que je pourrais partager avec vous. Il y a plein de choses à faire en Afrique. Il faut les faire intelligemment. Il faut les faire en transparence. Je parle pour l'État. Nous, on a des instructions de Sa Majesté de travailler à livre ouvert avec nos pays africains. Donc, on le fait. Il n'y a pas d'intérêt financier. Mais pour des opérateurs économiques, il faut qu'il y ait un intérêt financier, mais clairement défini et clairement déclaré. Je viens investir en Afrique parce que je dois gagner de l'argent. Mais je ne vais pas le faire n'importe comment. Je vais le faire de façon responsable, de façon claire, pour que mon entreprise se développe et pour que le pays où je vais faire cet investissement, etc., puisse en profiter. Et tout ça, c'est halal
de façon claire. Hein, donc, je pense que on doit être transparent dans nos démarches et nos amis africains comprennent très bien ça. Quand vous dites, moi, je viens chez vous parce que je veux développer mon groupe, je veux développer mon entreprise, mais je ne vais pas le faire de façon sauvage. Je ne vais pas piquer vos minerais et me sauver avec. Si je fais de la mine chez vous, ben, je vais faire de la création de valeur chez vous, de la création d'emplois, etc. On peut pas. Si vous faites les choses intelligemment, il y a énormément de choses à faire. Mais ce n'est pas, encore une fois, vous êtes petit, vous n'avez rien compris, on va vous expliquer. Et vous n'avez rien à expliquer à personne. Vous n'avez absolument rien à expliquer à personne. Vous savez, les pays africains n'ont pas besoin de vous, ils vont acheter les plus grands techniciens du monde et les payer. Comme moi, le Maroc, je considère que j'ai besoin de personne. Vous n'allez pas me dire, je vais vous transférer du savoir-faire. Si vous savoir-faire, vous allez me transférer. Vous me prenez pour un imbécile. Moi, si j'ai du savoir-faire, un chéri. J'ai pas besoin de vous. Je parle de vous, vous voyez, quand je parle à un grand pays qui me dit, vous êtes un petit Mickey, je vais vous apprendre. Il faut se mettre à table au même niveau, nous, avec des pays développés, et il faut que les pays africains avec lesquels nous devons dealer soient à table avec nous au même niveau et qu'on travaille de façon tout à fait équilibrée. C'est comme ça qu'on bâtit du partenariat sérieux, qualitatif et pour du long terme. Désolé d'avoir été long. Nous vous avons écouté et savouré vos paroles avec grand plaisir. Votre message au niveau… Je vais vous demander juste, si vous permettez, Monsieur le Ministre, de couper votre micro, comme ça vous aurez une meilleure écoute, parce qu'il y a de l'écho qui vous parvient, je pense. En cliquant juste sur l'icône micro, vous aurez, je pense, une meilleure écoute. Je ne sais pas si ça marche aujourd'hui. Ça fonctionne, mais je voulais juste vous dire, je vais être obligé de vous abandonner. J'ai des gens qui m'attendent et il faut que je gagne mon salaire aussi cet après-midi. Sinon, on va me virer. Voilà, donc je vous remercie. Je vous souhaite plein succès dans ce que vous faites. Et personnellement, je compte beaucoup sur vous pour passer tous ces messages partout. Et surtout pour nous donner plein d'énergie et de la bonne énergie. Hein. Merci pas que pour l'énergie votre bonne électrique, énergie. mais la vraie énergie dont on parle. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, merci Monsieur le Ministre. Alors, que dire après autant de messages très très positifs et très inspirants et très prometteurs. Les entreprises qui nous écoutent doivent y trouver matière à bonne inspiration pour traiter aussi d'égal à égal avec leurs partenaires africains à la fois et même européens sans complexe. Monsieur Bourmtan, très brièvement, on vous laissera clore votre intervention avant de donner la parole à Monsieur Diori qui attend depuis tout à l'heure. Votre micro est coupé, Monsieur Bourmtan. Vous avez un problème de son, donc vous nous excuserez à ces Bourmtan. Je donne donc la parole à Si Karim Diori, qui est membre du directoire du Crédit du Maroc, en charge du pôle développement. Mais je profite de l'occasion pour le remercier à nouveau, parce que sans lui, nous n'aurions pas eu le plaisir d'écouter, Monsieur le Ministre, et toutes vos riches interventions qui donnent, encore une fois, au risque de copier un petit peu, une très bonne énergie. La parole est à vous, Monsieur Karim Diori. Merci, Si Mohamed. Vous m'entendez bien? Très bien, monsieur. Bon, monsieur le président de la FENELEC, messieurs les présidents, messieurs les directeurs généraux, chère audience, j'espère d'abord que vous vous portez bien malgré ces temps compliqués que nous vivons en ce moment. Nous avons été honorés de la présence de monsieur le ministre et de la vision qu'il partage du développement
des énergies renouvelables au Maroc et en Afrique. Alors moi, je suis particulièrement heureux et ravi de prendre part à cette première édition e-Afrique-ELEC, une édition un peu particulière qui nous apporte à nouveau la preuve de la grande agilité qu'on a enregistrée lors de ce contexte de crise difficile et incertain. Donc un grand merci bien sûr aux équipes organisatrices qui nous permettent d'être ensemble aujourd'hui. Je tiens à remercier également bien sûr notre partenaire, la FENELEC, avec qui nous organisons cette première édition et je suis sûr qu'elle ne sera pas la dernière. Donc, peut-être en introduction, vous dire que nous vivons depuis quelques mois une crise sans précédent. Je ne vous apprends rien. D'abord sanitaire, ensuite économique. On parle aujourd'hui d'une véritable crise de l'humanité, une crise qui nous a bouleversés et qui a remis en cause nos certitudes. Et cette crise, aussi dure, aussi forte et aussi désagréable soit-elle, nous a permis de revoir nos priorités, de réfléchir, de relativiser, vous et moi, de nous recentrer sur l'essentiel et de prendre réellement conscience que l'environnement dans lequel nous vivons doit être protégé et intégré dans les décisions, nos décisions de tous les jours. Aujourd'hui, pour donner quelques exemples, nous produisons 43 gigatonnes de dioxyde de carbone par an. Et si rien n'est fait d'ici 2100, nous allons doubler ce chiffre, alors même que nous devons tendre vers une neutralité carbone d'ici 2050. Nous constatons déjà les effets du changement climatique, des températures qui augmentent, des saisons qui tendent à disparaître, des océans qui gagnent en acidité, et les impacts sur les sociétés humaines augmentent à vitesse incroyable. Quelques chiffres peut-être à partager avec vous. 8 millions de personnes meurent de la pollution chaque année. 143 millions de personnes peuvent être amenées à migrer au sein de leur pays d'ici 2050. Et 63% de la population mondiale sera victime de pénurie d'eau d'ici 2050. Donc ces chiffres qui donnent froid au dos, certes, nous interpellent et surtout nous obligent à agir car notre planète est en souffrance et doit être protégée. Donc, jusque-là, la mobilisation mondiale a permis d'ouvrir la voie vers le développement des énergies renouvelables et la transition énergétique. Et les premiers résultats qu'on a obtenus sont là et montrent aujourd'hui que la transformation énergétique par des énergies propres constitue une voie pour atteindre des objectifs climatiques internationaux. Sur les 10 dernières années, l'investissement mondial dans les nouvelles capacités d'énergie renouvelable a atteint près de 2600 milliards de dollars, dont 50% dans des centrales solaires. La Chine est le premier investisseur avec plus de 760 milliards de dollars, suivi des États-Unis et le Japon. Alors, au Maroc et plus globalement sur le continent africain, on n'est pas en reste. Le Maroc a été un véritable précurseur sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, avec la mise en place d'une véritable stratégie nationale autour des énergies renouvelables. Et nous sommes en train, et ça a été dit tout à l'heure, d'assister à l'accélération du développement d'un véritable écosystème. Donc la stratégie nationale en la matière a permis de faire émerger une vraie filière qui ne cesse de se développer aujourd'hui avec un véritable potentiel de développement. Je vais peut-être… Juste sur cette question d'écosystème autour des métiers des énergies renouvelables, M. Dury, concrètement, quel est le rôle du secteur financier dans l'accélération de ce développement? Alors, ça a été dit tout à l'heure, l'industrie des énergies renouvelables est très capitalistique. Les porteurs de projets doivent lever des capitaux pour les financer. Donc, selon les tailles, cela peut aller de quelques dizaines de millions de dirhams à plusieurs centaines de millions de dirhams, voire des milliards de dirhams. À titre d'exemple, pour construire 1 mégawatt, il faut compter près de 10 millions de dirhams. Il est donc clair que ces investissements sont difficilement finançables, en tout cas les plus gros, par les seuls fonds propres des entreprises ou des développeurs, qui doivent réellement avoir une gestion rigoureuse de leurs fonds propres pour assurer leur expansion. Donc à ce titre, et ça a été le cas par le passé, le montage par financement de projet s'avère un outil idéal pour eux. Et clairement, les banques ont un rôle à jouer dans ce sens. Ces investissements ne sont toutefois pas sans risque pour nous, établissements financiers et banques,
car il requiert, au-delà du financement qui se doit d'être structuré, une véritable expertise et une connaissance technique importante, ce qui n'est pas forcément notre métier, pour l'étude de la bancabilité de ces projets, surtout qui sont sans recours sur l'actionnaire. Donc aujourd'hui, seuls les cash flows générés dans ce type de montage en tout cas servent au remboursement de la dette. Donc l'objectif pour nous, c'est vraiment de s'assurer que le projet aura les performances attendues pour garantir sa profitabilité. Donc, alors il y a d'autres types de financement, d'autres techniques de financement qui sont utilisées, d'autres un peu plus innovants, à l'instar des green bonds ou encore le financement participatif. Mais j'ai envie de dire que le rôle du secteur financier ne s'arrête pas simplement au rôle de financement naturel. Il est là aussi, on a aussi un rôle d'influenceur. On l'a dit tout à l'heure, on traverse une crise sanitaire sans précédent. Et cette crise-là a clairement remis en cause, et on le voit auprès de nos clients, plusieurs investissements privés en solutions d'efficacité énergétique. Donc les chefs d'entreprise, de manière totalement légitime, ont fait le choix, face à cette crise, de d'abord, bien évidemment, sécuriser leur quotidien, prioriser la relance économique et se concentrer sur leur cœur de métier. Donc ces investissements ont été reportés. Donc nous avons un rôle à jouer, le secteur financier a un rôle à jouer dans ce contexte. Et notre rôle consiste à nous mobiliser, à nous engager dans cette transition énergétique. Donc, vous l'aurez compris clairement, en tout cas pour Crédit du Maroc, nous adhérons complètement et totalement à cette démarche d'accompagnement de la croissance et du développement du royaume, mais pas n'importe comment, ça a été dit aussi tout à l'heure par Monsieur le ministre, la croissance devra être durable pour nous permettre réellement de construire une société plus juste, plus équitable, plus win-win, pour reprendre peut-être les propos du ministre tout à l'heure. D'accord. Mais Monsieur Dioleu, encore une fois, concrètement, comment, pour les entreprises qui nous écoutent, comment le crédit agricole, hein, et plus particulièrement au-delà du groupe Crédit Agricole, particulièrement le Crédit du Maroc, comment vous contribuez au développement du secteur des énergies renouvelables? Comme ça, vous rapprochez d'une manière concrète ce que vous faites, ce que vous pourrez apporter aux entreprises, à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Alors, pour répondre à votre question, donc, le développement de la finance verte est une vraie volonté ancrée dans notre ADN. Depuis maintenant plusieurs années, nous nous sommes inscrits dans la lignée de la politique de notre maison mère, le groupe Crédit Agricole SA, en faisant le choix d'être un acteur de référence sur les financements de la transition énergétique et en intégrant finalement cette volonté de notre plan de développement. Cette volonté s'illustre parfaitement sur un certain nombre de sujets, mais aussi dans le cadre du projet de notre futur siège, les Arènes, qui est déjà sorti de terre pour ceux qui le connaissent sur le boulevard d'Enfin. Et c'est un siège qui sera certifié well building avec une forte préoccupation, j'ai envie de dire, environnementale. Quand je dis que nous sommes également résolument engagés à adresser ce secteur, je dis également que nous avons ce qu'il faut. D'abord, nous avons des offres complètes de financement qui s'adressent à la fois aux particuliers, aux PME, aux professionnels et aux grandes entreprises. Nous avons aussi des experts, des femmes et des hommes qui sont mobilisés au quotidien. Et troisième atout, et non des moindres, nous avons également l'expertise éprouvée de notre maison mère, le groupe Crédit Agricole SA, qui est donc le premier groupe bancaire engagé dans le financement des énergies renouvelables et leader du marché des green bonds via sa filiale CACIB. Je vais vous donner quelques chiffres et je ne serai pas plus lent. Moins 28%, c'est la baisse des encours au bilan de notre filiale CACIB exposée au charbon en 2018 et 2019. Donc, on a un vrai engagement en termes de décarbonisation. Plus 10%, c'est la hausse des encours au bilan de notre filiale CACIB exposée aux actifs verts entre 2018 et 2019. Et en 2019, nous avons arrangé quelque chose comme 64 milliards d'euros d'obligations vertes, sociales et responsables pour nos grands clients. Et ce n'est pas un hasard que, alors je ne sais pas si elle a pu se connecter, je sais qu'elle avait quelques petits soucis techniques. Nous avions demandé à notre collègue Christine Delamarre, qui est directrice générale d'Unifergie, filiale du groupe Crédit Agricole, de participer avec nous
pour donner un peu sa vision de ce que peut être le développement de ces projets un peu, peut-être en France, dans le sud de l'Europe, et nous donner aussi un peu sa vision, de comment elle voit le Maroc de l'extérieur. Alors, je ne sais pas si Christine a pu se connecter à cette... Jusqu'à présent, non, on la voit pas. On la voit pas. Bon, malheureusement, je pense que les... Voilà, bon, en tout cas, je vous remercie pour toutes ces questions. Je suis à votre disposition pour en répondre à d'autres si vous le souhaitez. Merci pour cette intervention claire, limpide, concise et précise. Je donne la parole à Sil Harti, Monsieur El Harti, qui est le président de la FENELEC, et c'est grâce à la FENELEC et grâce à son partenariat avec Crédit du Maroc et l'apport de Mazen et du cluster solaire que nous avons pu échanger et voir se fertiliser autant d'idées. Donc, nous vous remercions. C'est El Harti, la parole est à vous. Merci beaucoup, c'est Mohamed. C'est un peu compliqué d'intervenir juste après un brillant Karim Djouri, que je tiens à remercier pour leur soutien et leur apport. Avant d'enchaîner avec les quelques notes que j'ai pu préparer pour cette occasion, je souhaiterais quand même revenir sur la question de votre question, c'est Mohamed, sur l'apport de Crédit du Maroc. En fait, Crédit du Maroc, comme toutes les autres banques, sont là pour financer les projets d'une manière générale. Et ça, je parle de l'expérience des adhérents de la FENELEC. Ce que nous trouvons de plus chez aujourd'hui Crédit du Maroc, c'est un peu plus d'écoute et d'attention, et c'est ce qui a permis aussi de co-organiser avec eux cet événement. Maintenant, je tiens aussi à remercier Saïd Moulin, Zrouali, Boronkan pour leur contribution à cette séance d'ouverture, et aussi le fait qu'ils soient restés jusqu'au bout. Et je vais essayer d'être le plus bref possible, réagir à chaud sur ce qu'a bien voulu nous expliquer le ministre Moulay Hafid El-Alami. Moi, j'ai noté quelques points que je souhaite partager avec vous. C'est que le renouvelable était très cher il y a quelque temps et que les cours se sont inversés. Et aujourd'hui, le renouvelable présente une forme d'attractivité exceptionnelle. Le kilowattheure aujourd'hui en solaire est en dessous de 15 centimes de dirham. Et donc, c'est quelque chose qui est tout simplement exceptionnel. Il était supérieur à 1,5 dirham il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a certaines configurations où le coût de kilowattheure est inférieur à 15 centimes de dirham, et c'est une réelle opportunité aussi pour nos frères et amis africains. Premier point. Deuxième point, c'est que nous avons une forme de défaillance de communication. Effectivement, le Maroc, il y a énormément de choses qui sont réalisées, qui sont faites, et malheureusement, on ne communique pas d'une manière efficace, et on ne communique pas à l'endroit de nos clients potentiels. Et là, c'est un appel au pied pour les différents intervenants dans ce domaine de l'électricité, ou d'une manière générale. Tout acteur dans l'économie nationale devrait être capable aujourd'hui de communiquer davantage sur ce qu'il sait faire pour attirer davantage d'investissements au Maroc. Moulay Hafid El-Alami a aussi mis en avant une expérience qu'il a eue en invitant les clients potentiels à venir au Maroc. Et effectivement, moi, c'est quelque chose que personnellement, j'ai eu une anecdote il y a un peu plus de 10 ans où j'étais sur une affaire en Afrique et le client avait des doutes parce qu'on n'avait pas d'expérience. Effectivement, j'ai invité ce client à visiter le Maroc pour 48 heures. Et ça lui a pris 24 heures parce qu'il est venu, on a été voir un client référence, il est reparti tout de suite et nous avons décroché le contrat. Et là aussi, ça rejoint le déficit de communication dont souffre le Maroc d'une manière générale, et ça nous interpelle, et ça interpelle même la FENELEC quant à l'obligation de communiquer d'une manière encore plus impactante. Dernier point que j'ai noté, c'est la prospérité avec l'Afrique et pour l'Afrique, et des relations équilibrées. Effectivement, en tant qu'intervenant
en tant que distributeur de quelques marques européennes, nous avons souffert des fois de relations qui peuvent être difficiles avec nos partenaires européens. Et fort de cette expérience aujourd'hui, il ne faudrait pas du tout qu'on reprenne les mêmes erreurs. Et donc, effectivement, il faudrait aller plus vers des relations win-win et gagnant-gagnant. Donc ça, c'était en préambule à ce que j'avais préparé comme note. Je ne vais pas en dire ce qui a été brillamment exposé par les différentes personnes avant moi, et je vais essayer d'être le plus court possible. En ma qualité de représentant des entreprises dans le métier de l'électricité renouvelable et électronique d'une manière générale, je souhaite partager avec vous quelques constats, et plutôt notre perception qui peut être résumée en 4 points. Nous pensons que l'avenir de l'énergie, il l'a dit tout à l'heure, c'est l'hydrogène, c'est peut-être l'énergie de demain ou après-demain. Moi, je pense que l'énergie d'aujourd'hui et de demain aussi, c'est l'énergie électrique. Et on témoigne l'accélération du développement de la voiture électrique ou d'une manière générale la mobilité électrique depuis maintenant 3 ou 4 ans. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le coût de l'énergie est un facteur de compétitivité majeur pour un industriel. Et là aussi, il y a beaucoup. Nous arrivons dans notre secteur à impacter fortement la compétitivité de nos industriels. Il y a aussi des enjeux environnementaux qui incitent les États à favoriser une réglementation encourageant les sources d'énergie vertes et aussi à pénaliser les sources d'énergie polluantes. Et le renouvelable est à ce titre une chance pour notre planète, mais aussi pour notre économie. Le produit décarboné est un exemple concret et réel. Et Monsieur le ministre a touché quelques mots par rapport à l'opportunité que représente le produit décarboné pour l'industrie marocaine et pour le secteur de l'énergie d'une manière encore plus spécifique. Et enfin, et c'est important à préciser, la construction des installations solaires est plus inclusive et permet la création d'emplois d'une manière un peu plus, on va dire, plus large ou étendue que la construction d'une installation conventionnelle et dans des délais qui sont 4 à 6 fois plus réduits. Ce salon est aussi résolument orienté Afrique parce que nous sommes en Afrique et les entreprises africaines doivent participer massivement à la construction des projets électriques dans leur pays. Les entreprises marocaines ont une expérience, une très forte expérience, et ils ont aussi cette volonté de partager cette expérience avec nos confrères africains, et toujours dans l'esprit win-win. 2 autres points, et je finirai avec ça. Il est important à un moment donné de ne pas penser que volume d'affaires. Il est important de penser et de cibler la valeur ajoutée pour qu'on soit plus vu comme étant un pays de sous-traitance, mais plutôt un pays à forte valeur ajoutée. Et pour cela, pour arriver à atteindre ces 2 objectifs, il y a 2 éléments sur lesquels on va tous être d'accord. C'est la formation et le deuxième point, c'est la recherche et développement. Ce sont là 2 facteurs indispensables et nécessaires pour favoriser l'émergence d'une industrie locale compétitive. Avant de finir, je souhaite bien évidemment remercier Crédit du Maroc qui organise avec nous ce salon, et aussi sans oublier nos sponsors Gold, Mazen et le cluster solaire. Je souhaite bien sûr à tous nos visiteurs un excellent salon, en espérant que ce soit bien sûr qu'ils aient la possibilité de concrétiser des affaires et surtout nouer des relations qui sont basées sur la confiance, c'est important. Nouer des relations qui sont nouées dans la confiance et qui vont durer dans le temps. Et encore une fois, merci pour C. Ali, C. Saïd, C. Karim, C. Mohamed pour leur patience et de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Micro, c'est Mohamed. À moi de faire le modérateur maintenant. Ah ben voilà. Merci Sil Hartin. Je vous remercie à mon tour. Je remercie tous les intervenants pour la clarté de leurs idées, et pour leur bonne énergie, encore une fois, et pour le bon éclairage dont ils nous ont su si bien gratifier. Le salon se poursuit. Nous
reverrons certains d'entre vous après-demain pour une autre conférence tout aussi riche et qui ira aussi dans le même sens. Nous aurons l'occasion, Inch'Allah, je l'espère, d'avoir des intervenants représentants des pays subsahariens pour qu'on écoute aussi leur son de cloche et leurs attentes et leurs apports, leur retour d'expérience aussi. Merci à vous tous et Inch'Allah, à très vite. Merci. Merci. Bye bye. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci.